J'ai donc décidé ce soir-là de remonter aux origines de la maison. Quand j'ai pris le temps de remonter aux origines de la maison, je n'avais qu'une question en tête. Avait-il été séquestré? Étaient-ce des enfants, des esclaves, des personnes qui vivaient avant, qui vivaient dans cette maison? Le passé lourd de cette maison m'a toujours intrigué, alors j'ai décidé de remonter aux origines. J'ai pensé que cette maison avait peut-être quelque chose de maléfique. J'ai pensé pouvoir trouver la solution. J'ai alors été chercher la planche de Ougia, qui avait été enfermée sous clé, derrière une porte, dans le jardin. Dans le jardin, il y avait cette petite autel d'église à l'intérieur de laquelle il y avait un coffre. Il y avait un coffre dans cette petite autel d'église qui était juste au bord du lac. J'ai regardé cet autel d'église et j'y ai trouvé la planche. J'y ai trouvé la planche Ougia. Je l'ai d'abord sortie et regardée. J'ai vu alors un nom gravé derrière. J'ai su tout de suite qu'il avait été gravé avec un ongle. Quand j'ai pris en dessous l'ongle d'un enfant, qui n'était pas intact, il était brisé, couvert de terre, gris, voire peut-être même blanc ou entièrement noir. Je l'ai pris et je l'ai regardé. En dessous, ce n'était peut-être même pas de la terre, c'était de l'humidité, et c'était même de la pourriture. J'ai pris cet ongle et je l'ai jeté dans la mare. Je l'ai jeté dans la mare qu'il y avait à côté, un petit étang. Il y avait un petit étang sur le côté, plus petit que le lac en face. Et là, je l'ai jeté dedans. C'était une mare dans laquelle il y avait de la vase. Il y avait des roseaux, très petits, mais des joncs de roseaux qui s'étendaient et qui montaient, très légèrement vers le ciel, mais retombaient à côté. Je me suis assis derrière les roseaux, j'ai pris le livre que j'avais trouvé à l'intérieur. Il y avait des noms inscrits. Il y avait certains noms inscrits, d'où le nom Charlie, qui avait été inscrit derrière la planche. Là, j'avais pensé communiquer avec ces personnes, car cette question tournait encore dans ma tête. Les enfants, les femmes, étaient-ils des esclaves? Avaient-ils été séquestrés? Avaient-ils été enfermés là de leur plein gré? Avaient-ils voulu être enfermés? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais la question me tournait dans la tête et me tracassait. Le passé de cette maison était sûrement maléfique, ou autre chose. Quand j'ai entendu le nom Charlie, ça m'a tout de suite paru familier. J'ai tout de suite compris que cet enfant que j'avais vu, serrant un morceau de charbon, serrant une brique de charbon qu'il avait en main, était peut-être Charlie. Il avait cette tunique, il avait ce vêtement blanc, c'était peut-être une tunique qui avait été déchirée avec le temps par les rats, qui venaient gratter avec leurs petites griffes son corps et qui récupéraient la chair. Entre leurs dents, il devait manger la chair de Charlie, qui serrait ce bout de charbon, comme à son dernier espoir. Il était là, assis par terre, avec ses jambes tendues, son corps appuyé contre sa mère, et appuyé aussi contre le mur, contre l'arpent de terre sur laquelle cette maison avait été faite, et sur laquelle les portes avaient été condamnées avec du bois, avec des clous qui avaient rouillé avec le temps, qu'on ne savait même plus enlever. Je suis retourné dans cette maison et j'ai regardé Charlie. Il ne me regardait pas, il avait le visage vers le bas, appuyé contre sa mère, adossé contre sa mère, adossé contre le mur. Je ne l'ai pas regardé longtemps. J'ai pris la planche Ougia et je me suis dit, Charlie, qu'as-tu à me dire?
Je la gardai en main, fermement sur le côté, tenu par ma main gauche, par mon bras gauche. Je le regardais, j'étais dans la maison. Et je me suis assis par terre, croisant les jambes devant lui, tenant encore une fois cette planche Ouija avec la main gauche, la tenant fermement contre mes côtes. J'ai regardé Charlie et je lui ai dit « Qu'as-tu à me dire ?» Je ne l'ai pas vu bouger. Il était mort. Je ne l'ai pas vu bouger, ni même respirer. Je n'ai même pas vu un réflexe. Je n'ai pas vu un réflexe post-mortem. Je n'ai rien vu. J'ai refermé la porte derrière lui. Une dernière fois, je l'ai regardé. Quand je lui ai parlé, il n'y avait pas de réflexe post-mortem. Rien. Même pas une respiration. Car je sais que les cadavres expirent de l'air de temps en temps. C'est un réflexe musculaire qui est lié aux poumons et au système respiratoire. Liés aux poumons et au système respiratoire, les cadavres expirent de l'air. Ils expurgent de l'air de temps en temps. Là, aucun réflexe post-mortem. Il était clairement mort depuis longtemps. Je suis parti et j'ai refermé alors la porte derrière moi, le regardant une dernière fois. Mais quand je l'ai regardé une dernière fois, quelque chose m'a paru bizarre, étrange. Quelque chose m'a paru étrange quand je l'ai regardé une dernière fois. La tête de sa mère n'était plus tournée vers la gauche, mais vers la droite, vers l'autre porte qu'il y avait derrière, proche de la grange. J'ai regardé alors la tête de sa mère et je suis rentré. Je l'ai remis dans la position dans laquelle elle était. Je suis parti et j'ai fermé la porte. Alors qu'un arpent de terre existait. Un arpent de terre existait. Mais personne ne le connaissait réellement. Personne ne connaissait son histoire réellement, mais cet arpent de terre était quelque chose. Il était quelque chose, clairement. Personne ne connaissait cet arpent de terre. C'était une terre froide, humide, voire parfois de temps en temps, cela dépendait des saisons. En hiver, la terre était froide. En automne, la terre était sèche. Elle était sèche en automne. En hiver, elle était froide. En été, la terre était chaude, très chaude. Et les autres saisons, le printemps, la terre était rugueuse et normale. La terre était rugueuse, normale. Parfois la terre ressemblait à de la tourbe et pouvait s'avérer même être noire. Elle pouvait s'avérer même être noire. Elle pouvait devenir noire, cela dépendait de la lumière du soleil. Au printemps, la terre n'avait pas nécessairement non plus de chaleur. En hiver, la terre était blanche, comme de la neige. Comme de la neige, la terre était blanche. Mais ça, c'était seulement en hiver, jusqu'à ce qu'on comprenne ce que signifiait cet arpent de terre. Une maison a été construite là, par un baron. Une maison a été construite par un baron. C'était à l'époque baroque. Cet homme n'a jamais voulu montrer ce qu'il avait construit. Cette maison est restée au travers de la forêt qui l'entoure pendant plusieurs millénaires. Pendant plusieurs millénaires, durant l'époque baroque, personne ne se doutait qu'il y avait un arpent de terre avec une maison, surtout celui-ci, qui changeait tout le temps. Surtout celui-ci, où le printemps, la terre est rugueuse, noire, et peut ressembler même à de la roche volcanique. Surtout que le printemps, autour de ces terres, de cet arpent de terre sur lesquels il y a cette maison, la reproduction est le seul endroit. Cette maison et la reproduction, c'est le seul endroit dans lequel il n'y en a pas, dans lequel les animaux refusent de se reproduire. Et tout ça autour de ces terres. Cette personne qui a gardé cette maison secrète, l'a bien gardée secrète, jusqu'à ce que ses filles aillent en parler.
Ces filles sont parties en parler, à l'époque baroque, durant des millénaires. Elles ont gardé le secret. Mais ce baron, qui voulait garder sa maison secrète, construite sur un arpent de terre, a finalement entendu ces filles en parler à la presse, aux journaux. Et un soir, de bonne heure, alors qu'il allait se coucher, il receva alors le journal et la presse qui l'avait écrite. Il receva alors le journal, le prit, et auprès du feu à l'intérieur, il décriva alors strictement, à haute et intelligible voix, tout ce qui lui passait par la tête, au travers de cet article. Ces filles ont été pendues, une à une, par la faute d'avoir dit que l'arpent de terre avait été construit et qu'une maison avait été construite. Détruites, les corps ont été laissés là, seuls, abandonnés de leur plein gré. Abandonnés de leur plein gré, à leur insu, les filles ont été enfermées une à une, et seul leur fils, Charlie, fils qui venait des deux sœurs, fils qui venait d'une relation entre les deux sœurs avec deux autres hommes. Cet enfant, à son insu, avait été laissé seul avec ses sœurs. Il faisait partie de la blasphémation. Seulement la maison a été détruite, en même temps que les cadavres qui étaient restés pendus sur le perron, les cadavres de son fils, Charlie, qui a été fait à partir de la maternité. Il a été fait à partir de la maternité et de la structure congénitale de leurs deux sœurs et de cet homme qui a été laissé là. Comme des esclaves, enfermés dans cette maison, dans la structure détruite à côté. Voilà pourquoi il y a une maison, sans porte, sans fenêtre, sans entrée, sans sortie à côté. Voilà pourquoi il y a un arbre qui a poussé, à cause des cadavres et de la matière qu'il y avait entre la chair et les os. Voilà pourquoi cette maison est blasphémée et maudite. Voilà pourquoi elle est maudite. Seulement maintenant faut-il trouver comment elle est maudite. À partir de là, Charlie a commencé à venger ses sœurs. C'est à partir de là qu'il a commencé à venger ses sœurs. Pour se venger lui et pour ses sœurs. Pour sa progéniture et ses prédécesseurs. Il a noyé la maison. Il a inondé la maison, pièce après pièce. Commençant par la chambre de son père qu'il les avait pendus, enterrés et condamnés aux ténèbres éternelles. Condamnés aux ténèbres éternelles et à une nuit sans fin. Condamné à être nocturne, à une nuit sans fin. Il a condamné son père par la suite, commençant par sa chambre, commençant par le 3e étage, commençant ainsi par les souvenirs qu'il avait dans le grenier. Après, l'eau est arrivée chez sa mère, sa pauvre mère qui n'avait rien fait, mais sous l'emprise de son père. L'eau est arrivée ensuite dans le salon, détruisant tous les biens matériels que son père possédait et toutes les photos que sa mère possédait. Sa mère était une artiste, détruisant alors la maison entière. L'eau a dévasté tout sur son passage. Elle a dévasté le salon. Elle a dévasté la pièce qui n'était que la salle à manger. Elle a dévasté le boudoir dans lequel sa mère se réfugiait de temps en temps. Elle a dévasté même les rampes d'escalier. Les escaliers, à eux-mêmes, ont été détruits. Le lustre est la seule chose qui n'a pas été touchée. Tout a été dévasté. Tout sur son chemin. Même l'entrée. Même l'étage auquel il y a la terrasse. Surtout cet étage-là. L'étage de son père, de la chambre de son père et de son bureau. Le bureau de son père et sa chambre, à son père, a été dévasté, détruite en première, et son bureau, détruite en deuxième.
La chambre de son bureau a été détruite en deuxième. Son père est mort en premier, ensuite sa mère. La maison a été brûlée. La maison a été brûlée par les villageois. C'est tout ce qu'ils ont trouvé pour arrêter l'eau, car l'eau se dirigeait vers le village. Personne n'avait réagi. Personne n'avait rien fait à ce qu'avaient subi ses sœurs et Charlie. Personne n'avait réagi. Et pourtant partout des affichettes avaient été collées sur les arbres, sur les murs, sur les maisons, sur les toitures avaient été postées, avaient été déposées et avaient été affichées. Des affichettes avec écrit « Disparu, Charlie et ses sœurs, récompense ». Pourtant personne n'a cherché. L'eau se dirigeait à toute vitesse vers le village. Le village a été détruit en dernier, aujourd'hui abandonné. La maison et toutes ses pièces sont détruites. Je cherche alors à savoir comment et pourquoi est-ce qu'ils ont agi de la sorte. Surtout que je cherche à comprendre comment cette maison est devenue comme ça. Aujourd'hui, je cohabite avec 3 filles. Aujourd'hui, je cohabite avec 3 filles dont je ne connais le nom. Vont-elles un jour peut-être me dire leur nom? Je ne sais pas. Tout ce que je sais d'elles, c'est qu'il y en a une qui est la plus grande, une qui est la plus petite, et une qui est entre les deux. Ce sont des sœurs et elles cohabitent avec moi. Elles veulent savoir cette maison. Elles veulent savoir ce qui lui est arrivé. Elles veulent connaître de plus près Charlie, tandis que d'autres personnes ne sont pas de notre avis. Au village, les personnes n'arrêtent pas de dire et de prétendre qu'il faut éviter Charlie. Il faut éviter Charlie, mais pourquoi faut-il l'éviter? C'est ça qu'on cherche à comprendre. On ne cherche pas à le joindre ou alors à peut-être parler ou communiquer avec lui depuis l'au-delà. Non, on cherche à savoir pourquoi Charlie a-t-il agi de la sorte. Les filles sont retournées à la maison, mais chaque fois que je posais une question à un villageois, il se renfermait derrière sa porte à l'intérieur. Et les filles me regardaient, cherchant encore au travers des affichettes posées et installées sur les toits, sur les toitures, ainsi que sur les maisons, et par terre qui étaient délaissées, les petites affichettes, ou alors accrochées à des poteaux, à des murs, ou alors même encore à des poubelles, à des murs, à des poteaux, ou alors des panneaux de circulation. Ils étaient laissés là, les panneaux de circulation. Ils étaient laissés là-dessus, affichés sur les panneaux de circulation, affichés même parfois de temps en temps sur des poteaux ou des lampadaires, partout. Partout sur des poteaux, des lampadaires, des panneaux de circulation, et même parfois des poubelles. Dans les plus infimes rues, il y en avait le plus. Elles avaient toutes été laissées à leur insu, alors qu'une personne aurait pu réagir, au moins une. On comprend alors pourquoi Charlie a réagi comme ça. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi avoir inondé la maison. Son père avait-il une passion pour l'eau, ou est-ce que quelqu'un dans sa famille travaillait-il dans l'eau? Plus j'avançais dans mes recherches, plus je trouvais des indices. Il y avait de plus en plus de choses à chercher, mais de plus en plus d'indices que je remarquais. En dessous de la table, dans la salle à manger, je l'ai pris par les 2 mains, et je l'ai poussé sur le côté. Là, j'ai remarqué qu'en dessous, il y avait une énorme trace de sang. Il y avait une énorme trace de sang, faisant la taille d'au moins 4 personnes, mises les unes à côté des autres. J'ai repensé alors aux 4 sœurs qui avaient été mises là. Comptant Charlie, ça faisait 5 personnes. Alors, j'ai refait mon calcul. À l'air libre, j'ai pu remarquer que le ciel était tout le temps noir.
Le ciel à l'extérieur était tout le temps déchiré. Au travers, il pleuvait, à un seul endroit, au-dessus de la deuxième maison. Au-dessus de la troisième maison, il faisait juste froid. J'y ai découvert alors cette tache, cette énorme tache de sang. Ce n'était même pas une tache de sang ou alors une marque. C'était simplement une flaque de sang qui avait été laissée là. C'était une flaque de sang qui avait été laissée là, dans laquelle baignaient sûrement 5 corps, celui de Charlie et celui de ses 4 sœurs. Il y en avait une qui avait été laissée à part, car proche d'une armoire juste en dessous, il y avait une deuxième tache, une flaque de sang toute petite. Elle n'était pas si petite que ça, mais faisait au moins la taille de mon avant-bras. Peut-être que seul le sang de sa tête devait baigner dedans. Avait-elle la nuque brisée contre le mur? Avait-elle le corps allongé, proche de son autre sœur, proche de son petit frère? Tout cela dépendait de comment ils avaient été positionnés. Tout cela dépendait de comment ils étaient morts. Mais je sais qu'il y en avait un qui avait été séparé. Il y avait une autre tache de sang, en dessous d'une armoire que j'ai bougée, que j'ai finalement laissé tomber par terre. C'était une bibliothèque avec plein de livres. Quand je l'ai laissé tomber, un livre était juste à mes pieds, ouvert avec un signet. L'autre, ouvert, avec aussi un marque-page. J'ai regardé la page, j'ai tourné la page. Il était écrit le nom des sœurs. Il y avait le nom des sœurs de Charlie. Et il y avait finalement aussi son nom sur un autre livre, plus petit, un livre d'enfant. Un livre d'enfant avec quelques pages, peut-être 90 pages. Peut-être 90 pages ou alors 89 pages. J'ai regardé attentivement le livre. J'ai ouvert le marque-page. J'ai ouvert à la page auquel il y avait ce marque-page. Là, j'ai regardé attentivement les mots, les traductions. J'ai regardé attentivement les mots, les traductions. J'ai regardé même l'orthographe, car c'était un livre écrit par eux-mêmes. C'était peut-être leur journal. Qui sait, ils tenaient peut-être un journal des horreurs qu'ils vivaient dans cette maison. À un moment, j'ai lu un passage. J'ai lu ce passage attentivement, je me suis posé par terre, sur la mare de sang, qui avait séché depuis au moins 100 ans. Elle avait séché. Ça faisait un siècle. Elle avait bien séché depuis longtemps. Depuis 100 ans, voire peut-être plus. Je me suis assis par terre. La table était sur le côté. Les chaises étaient renversées, elles aussi. J'ai enlevé le marque-page, je l'ai posé à côté de moi. Plus je m'avançais vers l'avant, plus j'avais l'impression que la tache de sang qu'il y avait par terre, la flaque sur laquelle j'avais plié les jambes, sur laquelle j'étais assis, était de plus en plus sombre, ou était-ce peut-être la lumière sombre de l'extérieur? Le soleil avait disparu. Il pleuvait et la pluie frappait contre les vitres. Encore et encore, elle frappait contre les vitres. Moi, j'étais assis là, et la flaque autour de moi devenait de plus en plus sombre. Et je lisais les écrits de Charlie, qui disait qu'il se faisait battre par quelque chose, qu'il y avait quelque chose qui le perturbait, qu'il le manipulait comme un pantin, comme une marionnette. J'ai regardé et sur l'armoire en face de moi, soudain, j'ai vu des pantins et des marionnettes, qui étaient positionnés exactement comme les corps, comme sur la photo qui servait de marque-page, des pantins, des marionnettes, voire même des poupées russes en porcelaine blanche. Ils étaient là positionnés par des fils qui étaient tendus, raides, accrochés au plafond. Ils étaient assis les uns à côté des autres. Il y avait des poupées, des pantins, des marionnettes. Elles étaient les unes à côté des autres. Je n'ai pas compris pourquoi, mais elles étaient comme les cadavres, suspendues à un fil et manipulées par la personne qui leur a fait ça. Plus je me rapprochais du but,
plus les indices apparaissaient. Mais plus je me rapprochais des indices, plus ils paraissaient suspects. Un câble, tenu par un lustre, tendu, laissant pendre une robe, au milieu de la salle à manger. Des assiettes qui étaient posées, un service de table en porcelaine blanche, avec une rose qui avait été délicatement ouverte. Ce service en porcelaine, je le regardais. Il y avait une rose qui avait été gravée dessus, dessinée. Une rose délicatement ouverte, une rose rose. Et il y avait une feuille noire, un iris noir. Ou alors peut-être était-ce du rose très très foncé, du mauve. Était-ce peut-être du fuchsia, du mauve très très foncé, mais c'était un iris noir. Je le voyais, il était là, avec ses 4 pétales et ses pistils ouverts, avec de petits points blancs. Il avait été gravé, à côté de la rose délicatement ouverte, sur le service de table. Elle était là, c'était une rose rose, et ce service de table s'était installé tout seul, alors que les armoires étaient fermées. Je me suis retourné, et j'ai vu une femme avec une cuillère en main, qui était en train de manger délicatement, alors qu'il n'y avait rien dans l'assiette. J'ai essayé de lui parler, mais finalement, jamais rien ne s'est passé entre elle et moi. Elle ne m'a pas adressé la parole. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi. Le soir même où j'ai vu cette femme manger, je me suis approché, et c'est comme si j'entendais les questions qu'elle me posait dans ma tête. C'est comme si j'entendais ces questions, à propos de quelque chose, à propos d'un petit enfant. Peut-être que c'était Charlie. Et comme si j'entendais ces réponses et ces questions dans ma tête. J'avais l'impression de répondre, mais tout ce que je sentais, c'était mes cordes vocales vibrer. J'entendais juste les cordes vocales vibrer, les siennes et les miennes. Elle me posait des questions à propos d'un jeune enfant mort qui s'est vengé. À ce moment précis, les pieds par terre, les pieds joints par terre juste devant elle, me parlant d'un enfant qui s'est vengé auprès de son père, et qui a tué sa mère sans faire exprès. J'étais sûr que c'était Charlie. J'entendais ses réponses, j'entendais ses questions. Je sentais ses cordes vocales vibrer. Je sentais les miennes vibrer. Comme si je lui répondais. Comme si je lui avais répondu, ou que je lui répondais. Alors que non, en fait. J'étais là, debout, avec juste mes pieds figés au sol, à tel point que j'avais l'impression de laisser une empreinte. Et je regardais, ou je regardais, par la fenêtre. Il m'arrivait de regarder, de re-regarder par la fenêtre, de temps en temps au même endroit. Et en dessous de l'arbre, à la deuxième propriété. En dessous de l'arbre, à la deuxième propriété, il y avait 2 enfants qui jouaient. C'était une fille avec de longs cheveux noirs, une longue chevelure noire. Elle restait là, figée, pendant qu'autour d'elle tournait un jeune enfant, aux cheveux courts, avec un petit t-shirt. Avec un petit t-shirt et un pantalon de pyjama blanc. Il tournait autour de sa sœur et jouait. J'entendais ses rires dans ma tête, mais seulement dans ma tête, pas dans la cuisine ou la salle à manger, pas dans le salon, pas dans la maison, pas entre les murs, pas sur le perron, seulement dans ma tête. Je sortais et j'ouvrais la porte, mais il n'était plus là. À quoi bon continuer à chercher Charlie s'il ne veut même pas parler avec moi ou communiquer? C'est là que j'ai eu l'idée de communiquer avec lui. Le jour suivant, il faisait complètement nuit, à tel point que je ne voyais même pas à 1 mètre au travers de la fenêtre, à tel point que je ne voyais même pas l'arbre qui était juste en face de la fenêtre, devant lequel je devais me pencher sur le côté pour pouvoir apercevoir les 2 enfants. À tel point que je pensais qu'il essayait de se cacher de moi, à tel point que je pensais qu'il fallait mieux que ce soit moi qui engage la conversation avec la planche Ouija,
pour parler avec Charlie? Avait-il peut-être des envies de refaire ce qu'il avait fait, de se venger une deuxième fois en détruisant la maison, alors que j'essaye de découvrir ce qu'il y a de mal, l'identité maléfique qui tourne autour, ou alors peut-être l'entité. J'essaye de découvrir et veut-il peut-être détruire ce que je découvre? Au fond du lac, j'avais découvert une ébauche. Au fond du lac, j'avais découvert une ébauche, un parchemin, un roman, un manuscrit, qui parlait d'une ébauche de la maison qui avait été faite, qui avait été fabriquée avant l'ébauche finale. Celle-ci était au fond du lac. Mais dans le parchemin, le manuscrit, on ne disait pas quel lac, le petit, le grand, celui qui possède la cascade, la petite cascade. Est-ce peut-être celui sur lequel il y a de la vase, l'eau qui stagne, où il n'y a aucun courant? Ou est-ce alors peut-être le grand, avec l'eau qui ressemble à descendre, avec l'eau qui ressemble à descendre, avec un courant peu tumultueux? Est-ce peut-être celui qui a une eau pourpre et blanche? Est-ce peut-être celui avec l'eau qui ressemble à descendre? Personne ne sait, mais il y a une ébauche en dessous de l'eau. En dessous de l'eau, il y a l'ébauche de la maison, ressemblant de manière gémélique à celle dans laquelle je regarde et je trouve tout ce que je cherche. Ressemblant de manière gémélique à cette maison-là, dans laquelle je cherche et je trouve, dans laquelle quelque chose essaye pertinemment de me joindre, ou alors de faire en sorte que j'arrive à ma perte. Cette chose qu'il y a dans la maison essaye soit de se joindre à moi, de me joindre à mes recherches, ou alors de faire en sorte que j'arrive à ma perte. J'essaye de l'éviter. J'essaye de faire en sorte qu'elle m'évite, que moi je puisse l'éviter, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est parce que si c'est Charlie, je ne voudrais pas l'éviter. Si c'est Charlie, je ne voudrais pas l'éviter. Et peut-être que c'est lui. Peut-être que c'est ses sœurs. Peut-être que ce sont ses prédécesseurs. Peut-être que c'est son père. Peut-être que c'est sa mère qui essaye de lui parler et de lui dire que ce n'est pas grave de l'avoir tué dans la violence et la haine, dans l'anarchie et dans le désarroi. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais elle est là. Je vais aller trouver aujourd'hui, en plongeant dans le lac, cette maison gémélique. En tout cas, la structure de cette maison gémélique, le squelette de cette maison, qui ressemble de manière intacte, comme deux gouttes d'eau à la maison dans laquelle je suis. Mais je ne sais pas quel lac c'est. Il va falloir 2 jours pour trouver cette maison. Il va falloir 2 jours pour trouver cette structure, car c'est peut-être le petit lac avec la cascade à l'eau noire et les roches volcaniques. Ou alors c'est peut-être le grand lac, avec l'eau qui ressemble à descendre, à de la suie qu'il y a dans une cheminée, collée aux parois de briques. Celui qui est entouré de terre noire, celui qui a l'air d'être palpable, celui où on dirait que l'eau est palpable, celui où on dirait que l'eau pourpre a un léger nuage blanc juste au-dessus. Peut-être que c'est celui-là, avec un léger nuage blanc juste au-dessus. Peut-être que c'est celui à l'eau pourpre, celui dont je vous parle, ou peut-être que c'est l'autre, celui avec de l'eau noire qui stagne, sans aucun courant. Peut-être que c'est celui-là, celui dans lequel j'ai trouvé le parchemin, disant qu'il y a une maison sous l'eau. Ça doit être celui-là, ça doit être le petit. Mais si le petit n'est pas un lac, si le petit est un puits, je risque de me noyer et de mourir. Alors mon chemin s'arrêtera là et je n'aurai pas trouvé.
Quelle est la malédiction de cette maison? Je cherche alors à trouver comment atteindre cette maison, le squelette et la structure de cette maison. Je cherche à l'atteindre, à trouver comment faire. Mais s'avère-t-il que c'est peut-être l'un des lacs, le petit ou le grand, celui qui a de l'eau noire, qui stagne, qui n'a pas de courant? Ou alors peut-être que c'est le grand, celui qui a de l'eau qui ressemble à de la suie, de l'eau qui ressemble à des cendres noires. Peut-être que c'est celui qui ressemble à de l'eau qui est de la poussière qu'il y a à l'intérieur, sur les draps de lit blanc de la maison. Peut-être que c'est celui qui a de l'eau qui ressemble aux cendres qu'on fait brûler lorsqu'on fait un feu. Celui qui a un nuage palpable et simple, blanc et gris, très clair au-dessus de l'eau. C'est un des deux, mais je ne sais pas lequel. Mais je risque ma vie pour trouver cette maison qui est pareille à celle dont je suis actuellement à l'intérieur. Là, je la voyais, cette chose. Elle attendait dans le noir. Elle était assise sur un fauteuil. Elle avait 2 pics de tricot en main. Elle avait 2 pics de tricot en main. Elle attendait. Au milieu d'une chaise qui était dans un salon. Elle attendait. Assise sur cette chaise, elle regardait par la fenêtre. Elle était au milieu d'un salon, et elle attendait. Attentivement, elle ne posait aucune question. Elle n'a même pas détourné le regard. Elle ne m'a même pas regardé. C'était une femme, levée, avec les pieds couverts de terre noire, avec les mains couvertes de suie qu'il y avait dans la cheminée. Les mains couvertes de suie qu'il y avait dans la cheminée, contre les murs, contre les parois de briques, contre le béton, et contre chaque brique. Il y avait de la suie sur ses mains, de la terre noire sur ses pieds. En dessous de ses ongles, il y avait de la pourriture verte, comme les marécages. Comme les marécages, il y avait de la pourriture verte, juste en dessous de ses ongles. Ses ongles étaient jaunâtres, verts très foncés, voire parfois noirs avec la terre qu'il y a en dessous. Elle avançait très légèrement, comme si elle avait mal au talon d'Achille. Elle me regardait avec un regard noir et perçant. Ce qui sortait d'elle, ce qui sortait de son corps. Je regardais alors ce qui sortait d'elle, qui sortait de son corps. Elle s'avançait et j'entendais ses os. J'entendais ses os craquer, se fissurer comme du bois. J'entendais ses os, son fémur, son tibia, se fissurer comme du bois, comme lorsqu'on casse une branche. Comme lorsqu'on casse une branche, que ce soit avec une hache, avec un ustensile de jardin, ou alors que ce soit avec nos simples 2 bras et avec notre jambe. Ça se brisait exactement de la même manière et exactement avec le même bruit. Elle avançait et son épaule droite et son pectoral étaient couverts d'alvéoles, parmi lesquels jonchèrent sur les côtés et en sortaient de partout de son corps des guêpes, des fleurons. Il y avait des fleurons, un fleuron d'abeille. Il y avait un fleuron d'abeille qui était juste au-dessus d'elle, des abeilles noires avec des ailes translucides. Juste au-dessus d'elle, ce fleuron d'abeille faisait un bruit, incapable de le retranscrire, indescriptible. Ce fleuron d'abeille était au-dessus d'elle et était en train de joncher les murs de la pièce. Quand elle avançait, ça arrivait juste au-dessus d'elle, comme un nuage noir à l'extérieur qui couvrait le ciel. Il y avait des frelons qui rentraient, qui se creusaient une alvéole sur son pectoral
ainsi que sur son épaule, ce qui sort et ce qui rentre de son corps, ou plutôt ceux qui sortent et ceux qui rentrent dans son corps, sont peut-être des guêpes, des frelons, des larves, des guêpes noires, des taons. Il y avait des taons partout dans la pièce. Il y avait des larves dans son corps qui se creusaient de petites alvéoles. Pour les frelons, pour les guêpes, de plus grandes alvéoles qui étaient en train de se former, aussi rigides et aussi dures que la matière du bois, aussi rigides et aussi dures que la matière du bois. Ces alvéoles creusées dans ses omoplates, dans son dos et tout à l'arrière de son dos, le long de sa colonne vertébrale qu'on pouvait voir sortir par les alvéoles, chaque vertèbre qui était visible à l'arrière de son dos, plein d'alvéoles petites pour les vers, plein d'alvéoles petites par centaines et par milliers. Sur le côté de ses côtes, il y avait des milliers et des centaines, des dizaines de milliers d'alvéoles, dans lesquelles il y avait des larves qui s'y creusaient un passage. Il y avait aussi des guêpes, des frelons, des guêpes noires, qui se faisaient un passage et qui creusaient en mangeant la chair, et dans ces alvéoles aussi rigides et aussi dures que du bois. Elles venaient se protéger. Leurs ailes étaient couvertes d'une matière visqueuse, comme ce que laisse un escargot derrière lui. Elle était entourée d'insectes et me regardait avec un regard persistant à me brûler la rétine. Persistant à me brûler la rétine, elle me regardait avec ce regard, un regard noir. J'entendais derrière elle le fleuron d'abeilles, des abeilles noires. J'entendais derrière elle le fleuron d'abeilles noires en train de voler juste au-dessus d'elle. Et ça me faisait peur. Ça persistait à mettre un pieu dans mon cœur et ça me faisait peur. Elle persistait à me regarder avec ce regard déterminé à me tuer en transperçant ma rétine. Ça me mettait un pieu dans le cœur. J'avais peur, j'étais terrifié. Derrière elle, il y avait ce nuage noir comme à l'extérieur. J'avais l'impression que l'extérieur de cette maison était déjà à l'intérieur de cette maison. Charlie était vraiment destiné à se venger une deuxième fois sur la personne qui arriverait dans sa maison. Destinément, je pensais que c'était sur la personne qui voudrait détruire ou irradier sa maison qu'il se vengerait. Mais c'est sur la personne qui atterrit dans la sienne. Finalement, j'ai compris que quiconque entre ici, quiconque n'en sorte pas. Quiconque entre ici, quiconque n'en sortira jamais. Charlie sera destiné à se venger encore et encore et encore, tant que des personnes entrent pour pouvoir savoir si la légende est vraie. Je doute qu'on puisse appeler ça un édifice. Un édifice est souvent quelque chose qui est légué à quelqu'un qui est mort. Je doute que pour Charlie, on puisse appeler ça un édifice. Mais quoi qu'il en soit, je suis sorti ce soir-là, et de l'extérieur, là où je l'ai vu par la fenêtre, je regardais la maison, depuis là où je l'ai vu, jouer avec sa sœur. Je ne regardais pas la deuxième propriété, là où il a été enfermé, mais la propriété dans laquelle j'étais. Je regardais les deux petites tourelles, notamment la grande, celle qui a 3 fenêtres. Celle qui a 3 fenêtres, c'est souvent celle-ci que je regardais. Je ne sais pas si on pouvait appeler ça un édifice. Avait-elle un nom, cette maison? Avait-elle une histoire? Est-ce que j'allais la découvrir, cette histoire? Quoi qu'il en soit, je la regardais de l'extérieur. J'étais figé sur le sol, et avec mon carnet d'écriture, j'écrivais ce que j'avais déjà vécu, ce que j'avais vécu. J'écrivais le nom des personnes que j'avais rencontrées. Évidemment, j'y mettais le nom de Charlie, en premier.
la planche Ouija que j'ai trouvée mais que je n'ai pas encore utilisée. J'ai songé à l'utiliser. Je me regardais, écrivant alors que j'avais songé à utiliser cette planche. Écrivant que j'avais songé à utiliser cette planche. Je regardais la maison comme une structure qui avait été plantée dans la terre comme un clou. Elle n'avait que 3 façades. C'était une maison qui n'avait que 3 façades. Était-ce une signification? J'ai donc creusé un peu plus. C'était bel et bien une signification. Les 3 clous que Dieu a imposés à son Fils, Jésus. Les 3 clous que Dieu a imposés à son Fils, Jésus. Était-ce une pénitence de vivre dans une maison qui représente les 3 façades de 3 clous qui ont été plantés dans 2 pieds, dans une main gauche et une main droite? C'était la pénitence de cette maison. 3 façades, 3 clous, représentant la mort et la crucifixion. Ainsi j'ai compris pourquoi elle était maléfique. Mais Charlie était le seul à pouvoir arrêter la malédiction. Donc j'ai creusé tout de même un peu plus, mais je n'ai rien découvert, mis à part des photos de Charlie, lorsqu'il avait encore un sourire sur son visage. Car là son visage était déformé, de haine, de peur, de rancœur. De haine, de peur, de rancœur et de mal-être. Et d'incertitude était déformé le visage de Charlie. Là, il était souriant. Il était encore jeune, même si Charlie est mort très jeune, à l'âge de 3 ans, ou de 6 ans. Je ne savais plus trop. Mes souvenirs étaient embrouillés. Et la maison était bel et bien maudite à cause de ces 3 murs. Pourquoi? Il fallait que je le découvre. Je suis rentré et je suis parti me coucher. Dans le lit. La poussière s'est d'abord enlevée, quand j'ai secoué les draps. Quand j'ai secoué les draps blancs, la poussière s'est enlevée. Une porte s'est ouverte derrière moi, je l'ai regardée. Il faisait aussi noir à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je l'ai regardé, et j'ai sorti les draps qu'il y avait tout en haut, au dernier étage. Au dernier étage, là où je me trouvais dans ma chambre, pareil que dans l'armoire, au dernier étage qui avait été placé tout en haut, il y avait un drap blanc, un dessus de lit blanc, que j'ai posé sur mon lit à moi. J'ai été dormir, et une fois endormi, posant un verre d'eau à côté, je l'entendais trembler la nuit comme si on marchait de pas lourd et ferme devant mon lit, comme s'il y avait une personne de pas lourd et ferme qui marchait juste devant mon lit, mais qui ne m'observait pas et me parlait pas. J'entendais trembler, très légèrement j'entendais trembler mon verre, et très légèrement je sentais mon lit trembler. Cela me faisait peur, mais je ne me suis pas levé pour autant. Je sentais alors la présence de cette personne plus près, mais je n'entendais plus ses pas. J'ai attendu des jours et des mois, feuilletant des livres et des manuscrits. J'attendais de pouvoir donner mes impressions et de pouvoir parfois avoir une réaction. Donnant mon avis sur des manuscrits et des livres, j'attendais d'avoir une réaction de la part de Charlie. Il ne s'est jamais montré depuis la nuit derrière. La nuit qui était derrière moi. La nuit dernière. La dernière nuit que j'ai passée ici. Il ne s'est plus jamais montré. Je songeais alors, assis par terre, à utiliser la planche Ouija pour le faire revenir. Je passais mon temps maintenant dans la bibliothèque, assis sur un fauteuil. J'y passais tout mon temps. La journée, le matin, l'après-midi, le soir, je donnais mes impressions sur les livres de photos, sur les photos qu'il y avait au plafond,
car il y avait des photos qui étaient rattachées à un hameçon et une ficelle qui était tendue. Il y avait ce lustre qui avait été un lustre forgé par un forgeron. Il n'y avait même pas de bougie dessus, il n'y avait rien. Juste un lustre. C'était un lustre qui avait été forgé par un forgeron. Juste un lustre. Pas de porte-bougie. Il était là. C'était juste comme si c'était la structure d'un lustre, mais accroché au plafond. De là s'étendaient alors des cordes anciennes qui étaient presque usées. Presque usées, toutes ces cordes s'étendaient jusque par terre, accrochées à de petits hameçons ou de petits crochets. Il y avait des photos. Je les faisais tourner comme sur un tourniquet, ou alors comme sur les manèges avec les chevaux. Et là, je les faisais tourner et je regardais les photos. Je pensais trouver des réponses, mais je n'ai jamais rien trouvé. Je passais mon temps à donner mes avis sur les livres, les albums photos, les photos que je trouvais. Parfois même les romans, les romanciers qu'il y avait. Certains noms de romanciers que je connaissais, d'autres pas. D'autres livres qui avaient été écrits par les personnes qui avaient habité là avant. Certains livres avaient été écrits par Charlie et par ses sœurs. Certains livres avaient été écrits par ses prédécesseurs. Et certains livres avaient été écrits par sa famille. Un livre que j'ai trouvé a été écrit par sa mère. À chaque chapitre, à chaque page, elle s'excusait. Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi, mais je donnais mon avis. J'écrivais le titre du livre, je faisais un tiret, une parenthèse et à côté, je mettais mon avis. Je fermais la parenthèse et je notais à quelle heure, quel jour je l'avais trouvé. Je gardais précieusement ce livre que j'avais trouvé, aux pages vierges, juste en dessous de mon lit. Était-il là pour que je fasse ça? En fait, je n'y ai jamais réfléchi. Devant le feu ce soir-là, j'y ai réfléchi. Était-il là pour que je fasse ça? Pour que j'écrive et que je donne mes impressions? Peut-être pour attendre, patiemment, qu'il revienne, Charlie. J'ai alors pris mon courage à deux mains, mais j'ai enfermé mon courage quelque part, dans un endroit qu'on ne trouvera jamais, une boîte noire au fond du jardin. Et là, j'ai été récupérer mon courage le lendemain. Je l'ai pris. Je l'ai tenu fermement comme si c'était quelque chose. Et j'ai pris la planche Ouija. Mais sans le savoir, j'avais ouvert une porte. J'avais ouvert une porte depuis bien longtemps sans le savoir. La planche Ouija n'était pas nécessaire, il suffisait d'attendre. J'avais ouvert la porte à la cave, j'avais ouvert la porte de la maison, la seconde demeure et la troisième. J'avais ouvert une porte aux personnes qui sont mortes là avant moi. J'avais ouvert une porte à Charlie. J'avais ouvert une porte à ses sœurs, à ses prédécesseurs et peut-être à ses parents, voire même à son père, qui était cruellement mort mais qui le méritait. Charlie l'avait déduit ainsi. Pourquoi penser qu'on ouvre une porte et se servir de la planche Ouija? J'avais mis mes mains sans exercer de pression sur le pointeur, appelant Charlie pour pouvoir lui dire de venir. La porte s'est ouverte la nuit. Je me suis levé et je suis parti la refermer. Mais la planche Ouija n'avait pas bougé d'un cran, elle était restée sur le côté en dessous de la fenêtre. Seule la porte était ouverte. Je pensais que Charlie était peut-être rentré. Il suffisait d'attendre le lendemain. Cette nuit-là, il pleuvait. Mais au travers des nuages, j'arrivais à voir Charlie. Il pleuvait cette nuit-là, mais au travers des nuages, je voyais Charlie et ses sœurs. Ils étaient devant la maison, mais leurs pieds ne touchaient pas le sol. Leurs pieds ne touchaient pas le sol et je voyais leurs vêtements. Les filles avaient cette longue chemise blanche qui était raccrochée par leurs épaules et par de longues manches blanches déchirées, couvertes de terre noire. Charlie, lui, avait un simple t-shirt blanc, couvert de terre noire et déchiré aux extrémités.
un pantalon de pyjama noir qui était déchiré aux extrémités, en bas, avec de longues manches blanches. Comme à ses sœurs, elles avaient la marque de strangulation au cou. Elles avaient la marque de strangulation au cou, comme à ses sœurs qui avaient été pendues, comme à Charlie qui avait été pendu. Il avait cette marque de strangulation au cou. Il me regardait, il pleuvait dehors. Et comme dehors il pleuvait, j'arrivais à voir 4 silhouettes, celle de Charlie et de ses 3 sœurs. Mais j'ai compté longtemps j'ai compté. J'ai recompté en regardant les photos de famille, en regardant les photos dans les cadres, en réfléchissant dans les albums photos, en regardant des meurtres qui avaient été commis dans cette maison, ou alors dans cet endroit. Et j'ai regardé qu'il y avait une personne qui manquait. Charlie n'avait pas 3 sœurs, mais 4. Où était la 4e? Qu'est-ce qu'elle faisait? Je ne savais absolument pas ce que faisait la 4e. Et pourtant, elle était quelque part, elle attendait. Peut-être s'était-elle perdue en chemin quand j'ai ouvert la porte. Alors je la cherchais. Au travers de la pluie, finalement, j'ai aperçu une 5e silhouette. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait les 4 sœurs et qu'il y avait le jeune garçon Charlie. Il y avait le jeune garçon Charlie. Quand je me suis retourné, une silhouette avait disparu. Mais quand je suis rentré à l'intérieur, ils étaient devant moi, trempés. Ils étaient devant moi, trempés, leurs chemises de nuit. Aux 4 filles, leurs chemises de nuit étaient couvertes de terre noire. Charlie, lui, avec son vêtement de nuit, son t-shirt, couvert de terre et déchiré, comme avec une lame, comme avec un couteau ou des ciseaux, qui avait été coupé. Il avait été coupé finement, finement aux extrémités. Il avait été coupé avec un couteau, avec des ciseaux. Les extrémités, de petites extrémités, voire peut-être infimes, avaient été coupées au couteau, ou alors déchirées de temps en temps avec des trous, comme déchirées avec des ongles, de longs ongles. C'était peut-être voire même des ongles cassés, car leur père ne prenait pas soin d'eux. Leur père ne prenait pas soin d'eux et ne prenait même pas soin de lui-même autant qu'il prenait soin de ses enfants. Alors les extrémités étaient coupées par un couteau que peut-être lui avait manié, par des ciseaux que peut-être eux avaient maniés pour se défendre, et les trous qu'il y avait dedans, c'étaient peut-être les mains de leur père qui ne prenaient pas soin de lui autant qu'il ne prenait soin de ses enfants. Je les ai regardés et ils m'ont regardé, penchant la tête et l'inclinant sur le côté, très légèrement. Ils ont regardé la porte qui s'est fermée de fouet derrière moi. Et là, il faisait noir dans la pièce. Même pas le lustre ne s'est allumé, car il n'avait pas de bougie. Une photo s'est tendue vers moi, accrochée à un fil et accrochée au lustre. La structure de ce lustre en métal. Ils m'ont alors regardé très légèrement. Le regard était presque infime, et j'arrivais juste à voir le vide dans leurs yeux. Infimement, ils me regardaient, mais je ne sentais presque pas leur regard sur moi. Ils ont penché la tête, comme s'ils étaient indécisifs de ce qu'ils allaient faire. Moi, je les ai regardés, et ils m'ont tendu un morceau de terre qu'ils avaient en main. Chacun avait un morceau de terre, de la terre dense et pure qu'ils avaient trouvée dehors, de la terre noire. Je l'ai pris et déposé par terre, est apparu alors le visage de leur mère dans la terre. Dans la terre est apparu le visage de leur mère quand je les ai mis par terre, les uns après les autres. Quand je les ai mis par terre les uns après les autres, les morceaux de terre qu'ils m'avaient rendus, est apparu le visage de leur mère, un visage qui était à moitié brûlé sur les côtés, et dans lesquels les fissures qui avaient été brûlées, qui avaient été calcinées. Elle avait été intoxiquée à la fumée, au charbon et à la suie sur les murs de la cheminée. Intoxiquée à la suie, au charbon, à la fumée noire, cette fumée noire comme quand on fait brûler du plastique. Elle avait été intoxiquée,
et leur père, aussi cruel, méchant qu'il puisse paraître, lui avait fait avaler des morceaux de charbon. Elle avait des morceaux de charbon coincés dans la gorge et ne parlait pas. Là je l'ai vue et j'ai cherché à la trouver. Mais c'était une mauvaise idée, comme quand ils m'ont tendu cette terre que j'ai récupérée. Elle était allongée dans un lit. Et il y avait cette petite fille avec un voile qui lui mettait des larves dans la bouche. Cette petite fille qui lui mettait des larves dans la bouche et de la terre voyait très clairement qu'au travers de ses yeux, il y avait des larves qui repassaient par en dessous de ses paupières. Il y avait aussi des insectes à l'intérieur de sa bouche qui étaient en train de ronger sa langue et le muscle qu'il y avait en dessous. Le muscle qu'il y a en dessous des insectes était en train de ronger sa langue. J'avais l'impression de sentir les vers dans sa bouche. Je sentais les larves et les vers qu'il y avait dans sa bouche, qui passaient par ses glandes salivaires pour se frayer un chemin dans son corps. Tous ces insectes qui se frayèrent un chemin au travers de son corps pour ainsi pondre les œufs et se reproduire au travers d'elle. Cette jeune fille rigolait et me regardait, posant des larves dans sa bouche les unes après les autres, les tenant. Elle rampait sur sa langue et rentrait au travers des glandes salivaires. Là, j'ai compris que cette maison n'était pas simplement maléfique, mais qu'il y avait quelque chose qui avait beau avoir peut-être un sens, mais qui tuait pour peut-être tuer tout simplement. Cette chose tuait pour peut-être tuer tout simplement, et c'est à ça que j'ai réfléchi longtemps. J'ai été dormir un soir de pluie, et j'ai été dormir, et ce soir-là, cette femme était dans ma chambre par terre, elle me regardait. J'entendais dans ma tête ces cris qui me disaient « Retire-moi ce que j'ai de la bouche, retire-moi ce que j'ai de la bouche, aide-moi s'il te plaît. » Je voyais qu'elle avait de la terre cette fois-ci, dans la bouche, sur les dents. Ses dents étaient couvertes de terre, elles en étaient noires, noires comme la suie qu'il y a sur les murs, lorsqu'on ne nettoie pas une cheminée, comme la suie qu'il y a derrière avec le feu qui a brûlé, comme les cendres qu'il y a en dessous. C'était pareil, ses dents étaient trouées. Il y avait des larves entre ses lèvres inférieures et supérieures qui étaient en train de passer, de créer des trous dans ses incisives. Elle avait de la terre, elle hurlait, mais je n'entendais que ses hurlements dans ma tête. Je la voyais essayer d'approcher sa main de sa bouche, mais ça lui était impossible de retirer les insectes qu'elle avait dedans. Je ne me suis pas approché d'elle, j'avais beaucoup trop peur. Appuyé contre le mur, je suis passé par la fenêtre. Là, j'ai vu cette petite fille avec une larve qui était en train de jouer. Elle jouait par terre avec une larve, donnant aussi à manger au chat. C'était un chat noir. Donnant aussi à manger au chat, je la voyais jouer avec cette larve. Posant cette larve dans l'oreille du chat, il se débattait contre lui-même, devant se battre contre lui-même, juste devant cette fille. Elle rigolait. Il était en train de mourir de souffrance, comme la femme. Comme la femme, il était en train de mourir de souffrance. Et moi, je n'ai pas compris tout de suite. Je n'étais encore que très peu lié à cette maison. J'étais beaucoup plus lié à Charlie qu'à cette maison et à ses sœurs. Mais là, voir ça la nuit, cette femme qui te réveille et cette porte ouverte sur le côté, c'est comme avoir l'impression de plonger dans un endroit noir auquel tu sais qu'il n'y a pas de porte derrière. J'ai pensé que fuir de la chambre était le bon endroit, passer par la porte et continuer dans le couloir. Mais j'ai passé une seconde porte et je suis arrivé dans la même chambre. Toujours le même scénario. Elle attendait là.
Elle attendait là toujours le même scénario à retirer les larves qu'elle avait dans la bouche, avec ces insectes qui étaient en train de lui rogner les lèvres et de lui rogner la langue. Je n'ai rien fait, j'étais tétanisé de peur. Au milieu du salon. J'attendais peut-être que ça disparaisse. Une fois remonté, je me suis assis et endormi. Je me suis relevé en sursaut, pensant que c'était un cauchemar, mais c'était une réalité. Je pensais que ce n'était qu'un cauchemar, je me suis réveillé en sursaut la nuit, dans mon lit, et j'ai regardé autour de moi, mais il y avait des pas, comme si une personne venait de marcher dans la terre, et avait marché sur le sol impeccable de la maison. C'était une réalité, car c'étaient évidemment les pas dont je me souvenais dans mon rêve. Là, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui forçait à tuer, qui voulait tuer dans cette maison. Je suis parti dans la forêt très loin, mais je n'ai pas pu revenir à cette maison. Je n'ai pas pu trouver le courage de revenir à cette maison, seulement le courage d'en partir, de me sauver, de sauver ma peau. Dans l'espoir d'aller à la cave, que j'ai perdu finalement tout espoir. Il y avait des cadres au mur, il y avait des bandes sonores. Tout pour plaire. Il y avait tout pour plaire. Des bandes sonores, des cadres au mur et même un fauteuil abandonné. Mais de temps en temps, les murs avaient tendance à s'écrouler autour de moi. Et je sentais comme une pression sur mon cœur. Comme si avec la paume de deux mains, une main gauche, une main droite, on appuyait dessus. On m'écrasait le cœur. Et on me regardait souffrir. J'avais l'impression d'étouffer dans cette cave. Il y avait deux fauteuils, un feu de bois, dans lequel jamais rien n'avait pris feu. Pas de journal. Pas de journal qu'on avait chiffonné. Aucun journal qu'on aurait pu prendre, qu'on aurait pu chiffonner, qu'on aurait pu remettre à sa place à l'intérieur. Pas d'allumettes qu'on avait craquées, qu'on avait brûlées. Rien qu'un feu de bois qui avait été laissé là. Il était en acier, un acier trempé noir et très solide. Mais tout de même, ce qui me faisait peur, c'est que la pièce était chaude. Elle avait l'air d'être chauffée par quelque chose, mais pas par le feu de bois. Pas par le feu de bois, mais là j'ai compris que j'entendais des voix, de la voix autour de moi, de la voix qu'il y avait autour de moi. C'est avec ça que j'ai compris qu'on m'observait, qu'on m'entendait et qu'on m'écoutait. Personne ne m'a jamais pris au sérieux. J'ai donc hésité avant de ressortir, et j'ai pris un livre, un enregistrement. J'ai laissé le fauteuil sur le côté, et j'ai regardé en dessous des coussins, s'il y avait des réponses à ce que je cherchais. Y avait-il en fait une réponse à ce que je cherchais? Entre ces murs, dans la cave, il y avait tous les souvenirs. Aussi clairs qu'ils puissent paraître, ils me revenaient. Ils me revenaient. C'était comme un éclair de lumière. Ils revenaient, mais ils ne stagnaient pas. Ils revenaient en un éclair de lumière. Ils ne stagnaient pas et restaient là. Et peu importe quand je m'arrêterai, peu importe quand je m'arrêterai de chercher. Pour le moment, ils restent là et me regardent. Mais j'entends que les voix, qu'il y a des voix autour de moi. Des voix de femmes qui m'observent et qui m'attendent. Au-dessus, j'arrive à sentir tout. Les escaliers, j'arrive même à percevoir la personne qui est en train de marcher dessus. Tout ce que je ne peux pas percevoir, c'est l'extérieur. J'en ai bien peur, je ne peux pas l'apercevoir. Je ne peux pas la voir entre mes filets. Je ne peux pas écrire ce que je ressens, mais à cet instant précis, dans la cave, j'ai peur, j'ai froid, j'ai mal à la gorge, et ça s'intensifie. Ça s'intensifie, j'ai mal à la gorge, j'ai peur, j'ai froid, et j'écris. La mine de mon crayon n'existe presque plus. J'ai trop écrit, je suis resté là 3 jours, 3-4 jours. Beaucoup plus qu'il ne m'a semblé. Beaucoup plus qu'il ne m'a semblé, je suis resté là 3-4 jours. Et cependant, le temps au-dessus,
s'est écoulé aussi vite que je le pensais. Il s'est écoulé aussi vite que je le pensais, le temps au-dessus de moi, dans le salon, dans la cuisine, dans la salle à manger et dans les escaliers, dans la cage d'escalier au 2e étage, mais à l'extérieur, je n'ai jamais rien vu de tel. 4 enfants qui me regardaient, avec une mère derrière, qui posèrent légèrement la paume de ses mains sur l'épaule de la sœur cadette. Sur l'épaule de la sœur cadette, elles posèrent légèrement les paumes de ses mains, se redressèrent et se mirent à leur droite. Elle regardait ses enfants, peut-être leur reflet dans la vitre. Moi j'étais en dessous et j'entendais les pieds d'une femme avancer vers la fenêtre, la légère petite fenêtre grillée. Cette petite fenêtre grillée sur laquelle il y avait des grilles à l'horizontale et à la verticale, juste au-dessus de la fenêtre de la cave. Elle s'avançait, et j'ai vu juste ses pieds, ses ongles couverts de terre, s'arrêter juste devant. Ils s'arrêtèrent alors juste devant la grille, et j'entendais une voix, comme si elle parlait à la fenêtre au-dessus. Comme si elle parlait à la fenêtre au-dessus, j'entendais une voix. Elle s'était arrêtée juste en face, et parlait à ses enfants. J'entendais mon fils, ma fille, et je l'entendais parler à la fenêtre au-dessus, comme si elle voulait que j'entende ses paroles. L'histoire du salon est un peu plus perturbante. Il y a une tonne de livres par terre, mais l'histoire de ce salon est un peu plus perturbante. Il y a 4 fauteuils. Il y a 4 fauteuils. Le premier consiste à pouvoir y asseoir 2 personnes. Il consiste à pouvoir y asseoir 2 personnes. C'est un fauteuil de place, noir, en cuir. Il est là près de la fenêtre. Et on peut y apercevoir par la fenêtre un chêne, ainsi qu'un lierre qui pousse. Il y a un lierre qui pousse le long du tronc et qui pousse le long de la fenêtre. Ce lierre, on peut l'apercevoir, mais je suis très perplexe à l'idée de le voir sur les photos, car je ne le vois pas toujours sur les photos, donc je ne sais pas s'il est encore là. Mais ce que je sais, c'est que je peux y apercevoir un chêne. Et cet arbre qu'il y a sur le côté, peut-être pousse-t-il dans la 2e partie de la maison. Et la 2e partie de la maison, c'était un salon encore plus grand, peut-être avec un 2e étage. Peut-être que c'était une 2e maison qui était gémellique à celle-ci. Peut-être que c'est celle-ci qui a poussé tout ce qui s'est passé à faire en sorte qu'elle devienne maléfique, malveillante. Peut-être que tout ce qui est malveillant, maléfique à l'intérieur de cette maison, malsain, c'est cette maison gémellique à la sienne. Alors je me suis renseigné sur cette maison. La première maison était malsaine, la 2e était malveillante. La 3e, finalement, celle dans laquelle je vis, n'est pas malveillante ou malsaine, elle est juste maléfique. C'est la pire. En fait, ces 3 maisons font partie d'une même maison. Les franchir, c'est un peu comme des étapes. La première est maléfique. C'est la pire, la plus pitoyable. La plus pitoyable, la plus intrépide. Ensuite, il y a celle dont on n'ose pas prononcer le nom. Celle qui n'a pas de fenêtre. Celle qui n'a pas de porte. Celle-ci, je n'ose en prononcer le nom. Elle fait partie de la même propriété. Elle a le même nom. Et pourtant, personne n'ose prononcer le nom des personnes, ou alors des gens, des filles, des enfants, des frères, des sœurs, des parents retrouvés à l'intérieur, leurs cadavres rongés par les larves. Leurs cadavres rongés par les larves, frères, sœurs, mère ou père, peu importe qu'ils soient frères, père, mère ou sœur, leurs liens de parenté ne sont pas importants. Tout ce que je sais, c'est que cette maison est impitoyable. Cette maison est impitoyable. La première est pitoyable, la 2e est effrayante, et la 3e est terrifiante. On a celle qui est malsaine, celle qui est terrifiante. On a celle qui fait peur, on a celle qui ne fait pas grandement peur, et on a celle qui fait très peur. Ensuite, on a celle qui nous glace le sang. Celle qui nous glace le sang, c'est la plus impitoyable.
quelque chose de maléfique, quelque chose de malsain, et quelque chose d'intrépide? Comment conclure avec chaque maison? C'est pour ça que ce n'est jamais fini. Comment conclure avec chaque maison? Il y en a une qui fait mal, l'autre est malsaine, et l'autre est impitoyable, tandis qu'il y en a une qui effraie, et il y en a une qui est effrayante. Comment conclure avec chaque maison? Alors tandis que moi je me répète dans une boucle, je comprends alors que chaque maison a ses principes. Je comprends que chaque propriété a ses principes. L'une n'a pas de porte et pas de fenêtre, pas d'entrée et pas de sortie. Elle fait peur, elle terrifie, elle est terrifiante, elle est malsaine, elle n'est pas propre à elle-même. La seconde est impitoyable, intrépide, et elle mange les gens lorsque ces personnes entrent par la porte. Pourrais-je un jour sortir de là? Cette maison est intrépide, mange les gens lorsqu'elle passe par la porte, lorsqu'il ou elle passe par la porte. Cette maison, si intrépide qu'elle peut l'être, n'est pas terrifiante, mais nous glace le sang et nous fait froid dans le dos. Là je comprends alors que je suis piégé, que je vais devoir comprendre le sens de cette maison, de toutes ces maisons qui ont chacun leur sens à elles. Je m'enferme à l'intérieur d'une boîte et je bloque les rideaux. Je prouve alors que je n'en ressortirai plus avant l'aube. Je bloque la boîte que je laisse sur le côté. Les rideaux sont fermés, il fait noir à l'intérieur de la pièce. À l'intérieur de la pièce, il fait noir. Je ne pense qu'à une seule chose, à demain. Car je sais que la nuit n'est qu'un intermédiaire, une sorte d'étape. La nuit n'est qu'un intermédiaire, une sorte d'étape, alors je m'enferme et je pense à demain. J'ai fermé les rideaux, ils sont bloqués. Ils sont comme scellés, comme une porte entre la lumière et l'ombre. Là, j'attends. J'allume mon briquet à gaz que je garde fermement entre mes deux mains, au-dessus de moi, au-dessus de mon visage. Je vois la flamme bouger avec le courant d'air qu'il y a. Un léger courant d'air qui passe au-dessus de la flamme mais qui ne la touche qu'à peine. Ce courant d'air, je le sens. Il est froid mais très léger. Et il ne touche à peine la flamme et ne passe qu'à peine au-dessus. Il passe au travers des rambardes fissurées. Les rambardes fissurées du bloc dans lequel je me suis enfermé. Un bloc en bois, recouvert d'un alliage en béton. Ce bloc en bois dans lequel je suis, j'attends demain. Et par-dessus, j'ai mis une sorte de couvercle. La boîte est fermée, et j'attends impatiemment que la nuit passe, l'intermédiaire entre les jours que je pourrais toucher le sol, toucher fermement la terre en marchant peut-être, en courant dans la forêt pour échapper à la maison. C'est là que je me dis que ce n'est qu'un intermédiaire et que la mort est plus proche que je ne le crois. Si ça se trouve, le secret est déjà percé depuis longtemps et cette boîte n'a servi à rien, à part passer la nuit. Qu'en penseraient les personnes qui me verraient dans cette maison? Qu'en penseraient les propriétaires? Me diraient-ils peut-être de partir? À la fin, les portes s'ouvrent. Et je comprends alors que la porte qui s'est ouverte ne s'ouvre pas pour les personnes qui sont à l'intérieur, les propriétaires, mais pour moi. Cette porte s'ouvre pour moi, comme si la maison me laissait partir. Quelquefois, j'ai envie de croire que cette maison m'a enfermé pour pouvoir me donner l'opportunité, pour pouvoir me donner le bénéfice du doute, pour pouvoir me donner l'opportunité de partir, de sentir que quelqu'un est peut-être enfermé ici, mais qui n'est pas enfermé comme moi. Il n'est pas enfermé comme moi et c'est peut-être pour me donner le bénéfice du doute. Peut-être que c'est pour me donner alors le doute, le bénéfice du doute, ou tout simplement de douter de le sauver ou non. Il m'offre alors la possibilité de partir, de me sauver de cette maison. Peut-être que la porte s'est sévèrement ouverte pour moi. Peut-être que les portes qui ont claqué
voulait tout simplement me faire peur, pour me réoffrir la chance de repartir une 5e fois, car j'ai tenté déjà 4 fois de partir. Serait-ce peut-être une chance cette fois-ci? La 5e serait-il la bonne? Serait-elle la bonne chance, la bonne opportunité à saisir? Aucune idée. Aucun doute, la porte s'est ouverte pour moi. Mais vais-je sauver les personnes qui m'ont enfermé ici? Vais-je sauver Charlie, qui est mort, pendu, avec ses sœurs? Vais-je sauver ses sœurs et sa mère qui a tenté éperdument de les sauver? Vais-je sauver les marques de strangulation qu'ils ont autour de leur cou? Vais-je tous les sortir de là? Ou alors est-ce que je vais être lâche et partir seul? Aucune idée, mais la porte s'est ouverte. C'est une opportunité que je dois saisir. C'est une opportunité qui ne se saisit qu'une fois dans une vie. Alors je pars et je cours au travers de la forêt. Charlie me regarde par la fenêtre et me dit au revoir. Je lui fais un signe, ou même juste peut-être que je le regarde. Je pars, je trébuche. La maison se détruit et je l'entends de loin. Cette maison, en fait, ne devait être qu'une souche, une couche à laquelle je pouvais accéder. Elle n'était qu'une souche, couverte de couches, qui n'étaient que des massacres, les uns après les autres. J'entends dans la cuisine plusieurs bruits différents, comme s'ils étaient toujours là. Comme s'ils étaient toujours là, j'entends plusieurs bruits différents. J'entends les casseroles qui se mettent les unes dans les autres. Soudainement, cette sous-couche, cette couche et cette souche commencent à se superposer. La souche qu'il y a tout en dessous de la maison se superpose avec la première couche de massacre, le meurtre des enfants. Elle se superpose avec l'autre, et là une porte s'ouvre. Une seconde s'ouvre ensuite, et une autre couche se superpose par rapport à la première. C'est la souche qui en est la base de cette maison, comme le sol. Ensuite, il y a cette couche, cette seconde couche qui vient se mettre par-dessus la première. Et par-dessus la première, il y a l'autre qui vient s'y mettre. C'est comme une poupée russe. À la fin, on comprend que c'est comme une poupée russe en fait. Cette maison a une souche, comme la souche d'un arbre avec les racines. Elle est imprégnée d'un trou béant et noir, qui est en fait une fosse commune. Là vient s'installer la souche de la maison, le plancher. En dessous, il n'est rien, ça sonne creux. Vient s'installer ensuite la première couche de massacre, la fosse commune. Vient ensuite s'installer la deuxième, le meurtre des enfants. Vient s'installer la troisième couche, la mère qui a été pendue et qui a été épargnée pour pouvoir voir ses enfants mourir. Vient ensuite s'installer l'autre couche, la quatrième, et c'est là que s'installent toutes les couches superposées les unes aux autres. La 1, le meurtre, la 2, la mère épargnée, la 3, le père qui s'est tué. Le suicide du majordome vient se mettre par-dessus toutes les couches, et la maison prend vie petit à petit. Petit à petit, la maison prend vie. Dans la maison, j'arrive à entendre les portes claquer. J'arrive à entendre marcher dans les couloirs. J'arrive à entendre une table qui se met toute seule. J'arrive à entendre la nappe se plier, les draps se défaire, les lits se réinstaller et bouger, comme ils étaient avant. Le lustre, j'arrive à voir une femme debout, qui y met des bougies et qui les allume, un autre qui enlève les photos. Je vois le lustre se réallumer et de l'extérieur, j'arrive à voir à l'intérieur la table qui est faite, les couverts qui se mettent les uns après les autres, et tout comme une maison, ou tout comme un homme adopterait le comportement. C'est là que tout comme un homme adopterait le comportement d'une maison, sa manière de vivre, sa manière d'être, toutes les couches qu'elle a dû passer, qu'on a dû découvrir petit à petit lorsqu'on a découvert cette maison. Eh bien, c'est comme endoctriner quelque chose. C'est comme endoctriner un meurtre déjà terminé.
Comme un meurtre déjà terminé, j'endoctrine cette maison, je m'installe, je pose ma propre loi, je la respecte à la lettre. Mais autour de moi, cette maison m'ouvre des portes, des possibilités, m'offre le bénéfice du doute. Elle me propose même des marchés. Douter des personnes qui m'ont fait subir ça, douter de moi-même, douter alors des victimes qui ont été tuées, peut-être libérer Charlie, douter de Charlie. Elle m'offre le bénéfice du doute et je l'accepte. C'est avec grand plaisir que je finis par découvrir et surélever et superposer toutes les couches les unes après les autres. Je termine alors le puzzle et quand le puzzle est terminé, finalement je découvre toutes les couches les unes après les autres. La fosse commune vide sur laquelle était posée cette maison, tout le parquet qui était en train de résonner très calmement, c'est alors là que je me mets sur le côté. Alors là, je me mets sur le côté, je m'assieds sur le bord de la porte et j'entends encore à l'intérieur que la maison se met à vivre. Les casseroles qui se renversent et qui tombent, les couverts qui se posent sur la table, et tout doucement j'arrive à entendre le vent rentrer, la porte s'ouvrir, et j'arrive à entendre seulement les pas et les discussions des invités qui rentrent. C'est comme un peu si ma mère avait invité quelqu'un. C'est un peu comme si la mère de ses enfants, Charlie et ses 4 sœurs, avaient invité quelqu'un, avaient peut-être fait ou organisé un gala auquel les enfants n'étaient pas invités, mais auquel moi j'entendais tous les bruits, les discussions qui étaient charmées. C'est comme si j'entendais les discussions qui venaient d'être charmées par les pas des personnes et mélangées ou alors floutées à ce que moi j'entendais. Ils n'étaient pas invités à ce gala de charité, mais vers la fin, je vois qu'au travers des fenêtres, il y a plusieurs personnes qui discutent avec un verre de champagne à la main et qu'ils tiennent comme un verre de cognac. Autour de la table ovale, j'entends que ça bouge dans la pièce d'à côté. Elle me regarde, la femme. Elle me regarde. Elle arrive et j'entends que ça bouge dans la pièce d'à côté. J'entends ses pas venir vers moi. Finalement, elle arrive et me dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je ne réponds pas et je reste figé par la peur. Je la vois qui arrive et qui me regarde. Plus tard, poussée par une puissance, une nourrice arrive. Je regarde une dernière fois autour de moi. Elle pousse la chaise. Elle arrête de pousser la chaise, me regarde et m'offre un verre. Un verre d'eau qui vient tout droit du lac qui était en train de stagner. Là, je n'entends plus que ses pas, tourner en rond autour de la chaise sur laquelle je suis assis. Elle se positionne, se met devant moi. Et derrière, dans les cuisines, j'entends frire quelque chose. Elle m'offre un verre et dedans, il y a une larme. Elle m'oblige à le boire pour faire partie de la maison.